Du coup, merci à toutes les deux d'être présentes. Aujourd'hui, le but, c'était de parler de la CCP, la consultation, contraception et prévention. Le but, ça va être qu'on échange un peu dessus, de renforcer les connaissances, harmoniser les pratiques et surtout replacer la prévention au centre des consultations. On a une petite heure pour explorer un peu l'organisation, le contenu, les situations particulières. Et à la fin, j'ai mis quelques cas cliniques dont on pourra parler. Et enfin, on verra comment on peut évaluer l'efficacité de ces consultations et quels messages clés on peut retenir. Et la première question que j'avais pour vous, c'était si vous en faisiez des consultations de contraception. Non, Non. je vais faire comme ça sera très désagréable. Pas en ce moment. Tu peux laisser le micro allumé si tu veux, hein, Euh, non, en fait, c'est pas un micro, il faut que j'appuie en même temps Ah que je oui, parle. d'accord. Ok. C'est quoi les freins que vous avez? Pourquoi vous en faites pas? Est-ce que c'est la population, la patientèle que vous avez pas? Est-ce que il y a des freins, d'autres freins? Moi, c'est le lieu d'exercice déjà. Je fais que du domicile. Ok. Et, euh, et j'ai commencé il n'y a pas longtemps, enfin, pas longtemps, ça va faire un an déjà maintenant, le libéral. Et donc, du coup, j'ai pas fait de gynéco, enfin, tout ce qui touche à la contraception depuis mes études, quoi. Donc, ça remonte un Ok. petit peu. C'est plus au niveau de la confiance que Mm, tu le professeur, parce que tu penses pas avoir les compétences c'est ça. suffisantes. Ok. Et Caroline? Attends, Ah, ça, on n'a pas eu le temps de t'entendre. attends. Ah, Non. Moi, pourquoi en ce moment? Parce que j'ai pas eu d'occasion, en fait. ok. Toi, c'est plus la patientèle. Ok. Du coup, les objectifs, on a. Ah oui, attends. Il faut que je me mette dessus. Ça marche. Donc, c'était comprendre le cadre réglementaire organisationnel, mener l'anamnèse complète et adaptée. On va en reparler, du coup, ça pourra te servir un peu. Aborder la prévention au-delà de la contraception, adapter la prescription au profil particulier et développer une posture de communication efficace. L'idée, c'est d'aller bien au-delà de la prescription simple d'une pilule ou d'un stérilet, d'un dispositif intra-utérin. Normalement, à la fin de cette présentation, vous serez en mesure, même si c'est sûrement le cas, de savoir exactement le cadre réglementaire de la CCP et organisationnel, de mener l'anamnèse structurée et d'intégrer la prévention dans la consultation. Euh, hop. Ah oui. Est-ce que vous savez le nombre de grossesses non prévues en France et la part concernée par les grossesses des mineurs là-dedans? Je l'ai su, j'avais fait un mémoire dessus il y a quelques années. Mais je pense que je n'ai pas les bons chiffres, du coup. En gros, c'est à peu près une grossesse sur trois qui n'est pas prévue. Et parmi elles, il y a 200 000 IVG. Et dans ces 200 000 IVG, c'est presque 10 000 qui concernent les mineurs. Donc, contrairement aux idées qu'on peut avoir, c'est pas les mineurs qui représentent la plus grosse partie des interruptions volontaires de grossesse. Par ailleurs, il y a les IST, hein, notamment la chlamydia, la syphilis, qui connaissent une recrudescence, particulièrement chez les jeunes adultes, hein. Et enfin, la couverture vaccinale. Donc, on parle surtout de l'HPV, hein, qui reste insuffisante, alors qu'on sait qu'une couverture étendue, ça pourrait prévenir de près de 90% des cancers du col de l'utérus. C'est pour ça qu'a été créée cette consultation et valorisée cette consultation par l'HAS et le ministre de la Santé pour faire un moment clé dans le parcours de soins et un rendez-vous où surtout on va discuter. Il faut bien comprendre que ce rendez-vous est, euh, est uniquement une discussion, il n'y a pas d'acte clinique associé à cette consultation de contraception, forcément. Qui peut réaliser la CCP?
Sage-femme. Très bien. On est Bah, bon. généraliste, gynécologue, je pense. Il en manque un. Pédiatre. PMI, ouais. Et ouais, Ah, ouais, pédiatre. pédiatre. Tout à Mm. fait. Donc effectivement, il y a plusieurs acteurs de santé qui sont aujourd'hui autorisés à le réaliser. Et même s'ils ne peuvent pas, il y a aussi un rôle croissant des pharmaciens, notamment dans la contraception d'urgence. On en parlera un peu après, mais notamment toutes les jeunes qui arrivent directement en pharmacie. Et c'est souvent, ça peut être la porte d'entrée d'un suivi plus global et après de les orienter vers un autre professionnel. Dommage qu'on n'ait pas de pharmacien. Euh, la CCP, c'est pour qui? Toutes les femmes. Et même les hommes, même, je pense, non? Pour les couples. Il n'y a pas, non, Mhm. Non, c'est jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans révolus, donc jusqu'à 26, ouais. Et Mm. effectivement, c'est pour les hommes et les femmes. Donc, la CCP, ça doit être une première consultation qui doit être plus longue, plus détaillée, et c'est pas valable pour un suivi annuel pour des personnes que vous avez déjà vues plusieurs fois, ou même déjà une fois. La durée moyenne, c'est entre 20 et 30 minutes. Donc, la facturation, c'est un code qui s'appelle donc CCP qui a une valeur de 47,50 € Pour vous, non? Je crois que pour pour tout les le médecins, monde. c'est 47,50 aussi, Ouais, pas plus. c'est pour tout le monde pareil. Je sais pas, moi, il est dans mes favoris de d'actes, donc je t'avoue que j'ai même pas regardé. Et ben voilà, c'est pour tout le monde pareil. C'était Ok. 46 avant, et avec Ah oui, c'est ça, l'augmentation de ça a la augmenté. consulte, c'est passé à 47,50 pour tout le monde. Hmm. Euh, et à savoir que cet acte, il n'est pas lié aux négociations conventionnelles avec les professions, vu que c'est un décret. Donc en fait, il évolue en parallèle. Il faut savoir aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais les consultations annuelles de suivi et les actes liés à la contraception, la pose de stérilet, le retrait d'implant et certains examens de biologie sont pris en charge à 100% jusqu'à 26 ans. Donc vous avez le droit de faire passer une consultation à 100% une fois par an jusqu'à 26 ans. Deuxième chose, la confidentialité. Donc notamment pour les mineurs, hein, il est possible de facturer cette CCP en consultation anonyme. Je vous rappelle comment ça se passe. Il y a un code, un IR anonyme qui est le 2 55 55 55. Ensuite, vous mettez le numéro de votre caisse de rattachement. Ensuite, c'est 042. Et après, il y a une clé. Il y a un site internet pour calculer la clé. En gros, vous mettez tous les chiffres que je vous ai donnés avant, là, les 2,55, votre numéro de caisse et le 042, et ça vous donne la clé. Donc ça vous donne le numéro de sécu de cette patiente anonymement. Et après, vous mettez sa vraie date de naissance et vous pouvez facturer de façon anonyme. Il y a des logiciels aujourd'hui qui proposent directement en un bouton de facturer en anonyme. Mais si c'est pas le cas, c'est ça la façon de faire. L'anamnèse. Donc, pendant cette consultation, pour pouvoir bien orienter et pouvoir permettre un choix éclairé de la patiente, c'est important d'explorer les antécédents médicaux et familiaux, tout ce qui est thrombose, cancer, les modes de vie, le tabac, le surpoids, la sexualité, les projets. Euh, non, c'était. Par exemple, la jeune fille, 19 ans, fumeuse, migraineuse avec aura, c'est quoi le problème dans sa contraception? Moi, j'écoute, je suis là pour apprendre. Eh ben Et Cyrielle, c'est pas dur. Quand tu sais pas, tu donnes de la deuxième génération. En général, c'est pas trop mal. Mais quand elle fume, qu'elle a du cholestérol, qu'elle a Alors, tout ça, là, c'est 19 ans, fumeuse, migraineuse avec aura. alors,
Est-ce que du coup, tu peux gérer ça en CCP? C'est ça ma question. Ah bah, forcément, quand tu la reçois pour la première fois et que tu fais l'interrogatoire, elle te dit, bah voilà, moi je fume. Elle a 19 ans, je lui ai dit, je fume 10 cigarettes par jour. Et quand tu lui demandes si elle a des migraines, elle te dit oui, avec des troubles de la vision. Donc, ça t'en est juste à ton interrogatoire. Donc oui, pour l'instant, on n'a même pas encore commencé la consulte. Du coup, qu'est-ce qui gêne dans ses antécédents, dans son histoire à elle? Qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Ou qu'est-ce qui devrait vous sauter aux yeux? Tout. Non, je sais pas ce que tu veux qu'on. Moi, il y a le tabac, mais bon, je sais pas du tout. Ok? Mais non, mais est-ce qu'elle a déjà fait des thromboses, des choses comme ça? Il Non. faut que je m'en Non, parle. non, il y a juste ça comme antécédent. 19 ans, elle fume 10 cigarettes par jour et elle est migraineuse avec des auras. Qu'est-ce Je sais que pas, ça... moi, je dirais le tabac, que c'est quelque chose déjà que ça, peut-être ça oriente vers. Bah, disons que là, les œstroprogestatifs, tu les contre-indiques. À cause de quoi? Bah, à cause des auras. Exactement. Donc effectivement, ce qui doit sauter aux yeux, c'est la migraine avec aura. Les auras, ça contre-indique les oestrogènes. Le piège, c'était le tabac. Donc la contre-indication du tabac, contrairement à ce qu'on peut souvent entendre, la contre-indication des œstroprogestatifs avec le tabac, c'est une contre-indication pour les femmes qui ont plus de 35 ans et qui fument plus de 10 cigarettes par jour. Donc il faut qu'elles aient les deux critères. C'est pas, c'est-à-dire que si elle a 30 ans et qu'elle fume un paquet, elle n'est pas contre-indiquée aux œstroprogestatifs. Et tout à l'heure, j'ai entendu, quand tu sais pas, tu mets une deuxième génération. Et en fait, je vais aller un peu plus loin quand même. Tu mets toujours une deuxième génération en première intention. Et si ça va pas, on change. Oui. Non, mais c'est parce que j'ai une mauvaise expérience avec le département pour ça. Ah, C'est-à-dire qu'ils nous refusaient qu'on prescrive autre chose qu'une deuxième génération. d'accord. Donc, Même quand, oui, même quand on avait envie de prescrire autre chose, et moi, je leur ai gentiment fait remarquer qu'aux dernières nouvelles, c'était moi le médecin et que je prescrivais bien ce que j'avais envie. exactement. Tout à fait. Donc, les recommandations sont de prescrire en première intention des deuxièmes générations. Donc, c'est que des pilules, hein. Si ça marche pas, effectivement, de pouvoir passer aux troisième et quatrième générations qui sont pas remboursées et avec un risque thromboembolique un peu plus important. La CCP, c'est aussi un temps de prévention. Donc, le monde proposait des dépistages des IST avec les sérologies, le dépistage urinaire ou par prélèvement et autoprélèvement du chlamydia, du gonocoque, de vérifier le statut de la vaccination de l'HPV et des autres vaccinations, hein. C'est suivant à quel âge elle vient, on pense aussi au rappel de la coqueluche à 25 ans. Et de sensibiliser aux différents modes de vie, hein, tabac, alcool, drogue, par exemple, les patients qui viennent avec des partenaires multiples. Donc, c'est recommandé de faire du dépistage de chlamydia tous les ans, hein, jusqu'à 25 ans. Et le rappel en cas de plusieurs partenaires, d'utiliser une protection avec un préservatif. Tu fais toi le dépistage de chlamydia? Au labo, je les envoie. Ok, Moi personnellement, je fais aucun prélèvement au cabinet parce qu'on a le labo juste dessous. Mais d'accord, ok. tu peux le faire au cabinet, hein. Oui, oui, non, mais ça, je le sais, mais je voulais savoir Ouais. si toi, tu le faisais ou si t'envoyais. Ok. Non, je les envoie pour qu'elles fassent un autoprélèvement. Ah oui, oui, oui. Voilà, je leur dis qu'il ne faut pas un bac+5 pour mettre un coton-tige dans un vagin et qu'elles sont capables de le faire. Oui. Après, moi, c'est surtout, je le ferai pas parce que je considère que sur la CCP, je ne fais pas d'actes, je vais dire invasifs. Ouais, bah, de toute façon, la Ouais. CCP n'est pas fait pour faire des actes. Oui, mais du coup, si tu en parles du prélèvement et que se pose l'indication du prélèvement, Ouais, j'aurais tendance de base, même si j'avais de quoi le faire, mais je n'ai pas de quoi faire, mais même si j'avais de quoi faire, à envoyer au labo
pour Bah oui. justement dissocier le prélèvement de cette première consultation. Ouais. Après, c'est pas interdit de faire un prélèvement ou un acte clinique pendant cette consultation, hein. C'est bien nommé une consultation de contraception. C'est pas une séance d'information ou autre. Donc, dans le mot consultation, vous pouvez y inclure tout ce que vous faites dans les consultations habituelles. Ouais, d'accord. Parce que moi, je me restreignais justement, mais en fait, Ah non, il y a aucune restriction. La seule différence, c'est que tu pourras pas y facturer des actes associés. C'est-à-dire que si tu factures ta CCP, tu ne peux pas y facturer en même temps une pose de stérilet, par exemple, ouais. même si tu le fais. Ouais, mais qui dit pose de stérilité dit quand même qu'elle a déjà eu une première consulte où on lui a prescrit. Tout à fait. Oui, c'était un exemple, mais Oui, j'essaie oui, de oui, non, trouver mais un autre exemple, mais je ne l'ai pas sous la main. Mais en gros, voilà, si tu fais un autre acte, tu ne pourras pas l'associer à la facturation, mais par contre, tu peux tout à fait faire, s'il y a besoin, pendant la consultation, un acte. Il n'y a pas de d'accord. réflexion à avoir. Oui, oui, mais l'idée de l'autoprélèvement au labo, c'est pas mal. Voilà. Au niveau des différentes contraceptions, on va refaire un petit topo, tu vas être content de Cyrielle. Euh, Heureusement qu'il n'y a pas trop de monde sur ce Zoom. bon, Mais t'inquiète, t'inquiète, tu es quand même filmé, Cyrielle. De ouais. quoi? Tu es quand même filmé, tu sais. Oui, 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 j'ai bien compris. J'aurais dû ne pas accepter. Il y en a plein qui seront bien contents. Ouais. Les méthodes hormonales, le stérilet, donc DIU, dispositif intra-utérin hormonal et au cuivre, les préservatifs, les méthodes naturelles. Euh, Ah, tu mets naturel et définitif dans la même colonne, enfin dans la même case. Ok. et je vais. Vous voyez toujours l'écran ou vous voyez autre chose? On voit l'écran. On voit D'accord. l'écran. Je vais vous partager, elle n'est pas dans le diapo, mais le document que j'utilise pour parler de la contraception aux patients. Et après, je vous dirai où le trouver. Euh, voilà. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Alors, j'arrête le partage et je vous repartage l'autre feuille. Est-ce que vous voyez la nouvelle page? Non. Ah si, Si, C'est si. bon. OK. c'est bon. Donc, je vous fais le topo, comment je l'explique aux patients. Donc, c'est un tableau qui résume tous les moyens de contraception donc, qui existent. Ils sont classés du moins efficace en bas au plus efficace en haut. À côté de chaque image, vous avez en gras le taux d'échec. Donc, plus c'est petit, mieux ça marche. Et en dessous, le nombre de patientes qui changent de moyen de contraception au bout d'un an. En dessous, vous avez la source des chiffres, hein. C'est une étude de 2020, je crois. 2019, pardon. Voilà. Implant, stérilet hormonal, micropilule, injection. C'est les mêmes hormones, donc les mêmes effets indésirables. L'implant, donc un petit dispositif qui se place dans le bras, qui est dans une aiguille, qu'on vient placer un peu au-dessus du coude. Il reste en place 3 ans, mais on peut le retirer n'importe quand. Le stérilet hormonal, il reste en place pendant 5 ans, ça se place dans l'utérus. La micropilule, c'est une pilule avec que un progestatif, ça se prend tous les jours à la même heure, sans arrêt entre les plaquettes. Et les injections, c'est une injection tous les 3 mois dans le bras, un peu comme un vaccin. Les effets indésirables les plus connus de ces trois-là, c'est l'acné, la prise de poids, la modification de l'humeur et de la libido, et la modification des cycles. Il y a une chance sur trois de plus avoir de règles, une chance sur trois d'avoir des règles régulières,
et une chance sur trois d'avoir des petits saignements en dehors des règles, ce qu'on appelle des spotting. Le stérilet au cuivre, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'hormones. L'inconvénient, c'est que ça peut augmenter la quantité ou la durée des règles. Dans les pilules, on a aussi les pilules où on associe des œstrogènes. Alors, ce qu'il faut savoir sur les pilules, c'est que le progestatif, c'est le contraceptif, et que les œstrogènes ont été rajoutés pour diminuer les effets indésirables des progestatifs. Donc, normalement, dans une pilule avec l'œstrogène, on a moins d'effets indésirables. Ces pilules avec l'œstrogène, elles sont toujours sous le format de 21 jours, avec 7 jours d'arrêt ou 7 jours de placebo. Les patchs, donc c'est des patchs qui se collent n'importe où sur le corps, sauf le sein ou la région génitale. On en pose un par semaine pendant 3 semaines. La quatrième semaine, on a ses règles, on n'en a pas, et après, on recommence. L'anneau, un anneau souple qui se plie, qui se met dans le vagin, un peu comme un tampon. Il est efficace quel que soit l'endroit dans le vagin. Et on peut le retirer pendant les rapports du moment qu'on le remet dans les 3 heures, mais sinon on peut tout à fait avoir des relations sexuelles avec. Il reste en place pendant 3 semaines. Au bout des 3 semaines, vous l'enlevez. Pendant une semaine, vous ne l'avez pas, vous avez vos règles. Et après, on recommence. Dans les moyens moins efficaces, on a le préservatif externe, le préservatif interne. Le diaphragme, c'est comme une cup, ça se met avant les rapports, ça s'enlève quelques heures après. Ça s'utilise avec les spermicides. Les méthodes où on cherche à calculer les jours où on ovule avec les cycles, c'est souvent les applications, hein, sur les téléphones et le fait de se retirer avant l'éjaculation. En haut de l'image, vous avez aussi les contraceptions définitives, la vasectomie ou la ligature des troncs. Il faut savoir que tout à l'heure, on parlait des générations. Donc, on parle de génération uniquement pour les pilules, hein. Les deuxièmes générations, tout ce qui est patch ou anneau, c'est forcément des troisième générations. C'est pour ça que c'est pas remboursé. Troisième et quatrième génération. Voilà un beau document que je sors à toutes les personnes qui Ouais, veulent, il est pas mal, parce qu'il y a un peu tout, quoi. voilà, toutes les personnes qui veulent parler un peu contraception. Je vous conseille de la voir et de le sortir. Moi, je l'imprime à chaque fois. Limite, je leur laisse à chaque fois. Mm. Donc, elles sont bien contentes. Ça leur fait un petit support pour aller en parler avec leur partenaire au pire, s'il n'est pas là. Ou elle n'est pas là. Tu le trouves où ce document? Ah, ça arrive à la fin, t'inquiète. Faut rester jusqu'à la Faut fin. rester jusqu'au bout, ouais. Exactement. Tu vois, ceux qui regardent, ils vont être contents. Donc, voilà un peu le topo que vous pouvez faire sur les différents moyens de contraception. Euh, on en parlera après à la fin. Parce t'as lu le dernier truc sur les implants? Euh, Tu parles de quoi? Du risque de méningium? Enfin, Ouais, le surrisque quand tu déplaces 5 ans d'implant. oui, bah, c'est même avec tous les micro-progestatifs, ouais. Ouais, ce que j'allais dire avec les Oui, microprogestatifs aussi. C'est oui, ça. mais enfin, on va dire que c'est vraiment l'implant, c'est celui que tu mets pour durer, souvent. Enfin, je sais Hmm, pas comment te dire ça. Le fait d'en mettre un pendant 3 ans et que tu renouvelles, on va dire 3 ans après, du coup, bah, dès que tu mets le deuxième, tu sais qu'elle va après dépasser le seuil des c'est 5 ans, ça. quoi. Tout à fait. Donc, donc moi, ça me gêne un peu. Ah oui, ça fait partie de l'information qu'il faut leur donner, tout à fait. De toute façon, on a eu le risque des implants qui se déplacent. Là, on a le méningium. Les pilules, il y a eu tout ce qui est phlébite. Mm. Le, les stérilés, il y a le risque de perforation. Ouais, Les- mais je trouvais que l'implant pour les jeunes, bon, ça, c'est mon Hmm, expérience de PMI qui parle, mais ça marche bien. Ouais, bah, c'était chouette parce que justement, tu n'avais pas de risque d'oubli et puis c'était discret. c'est Euh, ça. Mais on après, il y a quand même des mettait. cas de migration quand même. Enfin, moi, j'avais eu des cas il y a quelques Oui, années, tu des as cas des de cas de migration, migration, mais tu c'était sais, tu pas as des cas de possible. migration de stérilé aussi, enfin, tu sais. Hmm. Oui. Mm. Donc, je trouvais que c'était pas mal, mais du coup, si on commence à mettre des implants aux jeunes à 17 ans, ça veut dire que ben, à À 22 ans, 22. ils n'ont plus le droit d'avoir d'implant, quoi. Hmm. Après, je pense que c'est une étude récente. Je pense que c'est possible que ça soit réévalué après. Et après, j'ai pas encore lu attentivement l'étude, mais peut-être que s'il y a une pause entre-temps, comme la pilule, on sait aujourd'hui qu'à chaque fois qu'on arrête une pilule et qu'on la reprend, le risque il redémarre de zéro. Donc peut-être que l'implant, s'il y a une pause Oui, de mais avec un 6 mois. arrêt de combien de temps? La pilule, alors c'est pas en jours, mais ils disent que si tu fais une pause genre d'un mois et que tu recommences le mois suivant la pilule, ton risque il est identique que la première fois où tu l'as commencé. Ah bon? Ouais, Ok. Ah, c'est j'ai pour pas ça. lu cette étude.
Mm. Oui, c'est pas bon de. Là, tu vois, les femmes qui veulent, par exemple, arrêter leurs règles pendant un mois, elles prennent une pilule et elles font ça de façon répétée. C'est pas une bonne solution parce que du coup, elles augmentent leur risque de phlébite. À chaque fois qu'elles la reprennent, c'est comme si c'était la première fois. Alors qu'on sait que le risque il diminue progressivement si elles la prennent en continu. D'accord. Donc ça marche dans les deux sens. Et ouais, bah, ok. Ok. Bon, pardon pour cette digression. Mais non, on est là pour ça. Les situations particulières. Donc, effectivement, les adolescents, le postpartum et l'allaitement et les pathologies chroniques. Alors, ça peut vous interpeller que j'ai mis le postpartum et l'allaitement dedans, mais toutes les patientes n'ont pas bénéficié d'une information sur la contraception avant de tomber enceinte. Donc, si vous récupérez une patiente en postpartum qui se pose la question de sa contraception, à 22 ans par exemple, bah, vous avez tout à fait le droit de réaliser une CCP pour elle. Euh, Sur l'adaptation, donc effectivement pour les adolescents, ça va plus être effectivement la pédagogie, qu'ils comprennent bien, la confidentialité, le fait de bien respecter le mode de contraception et la façon de le prendre. Dans le postpartum et l'allaitement, qu'est-ce que vous connaissez comme restriction? Comme Excuse-moi. réflexion, Ouais. Qu'est-ce qu'elles peuvent pas prendre en postpartum et l'allaitement? d'œstroprogestatif, non? Pourquoi? C'est enregistré, Anthony. Tu poses trop de questions. C'est ça. J'aime pas, j'ai peur de dire des bêtises toujours. Il n'y a pas de bêtises. Ok. C'est un webinaire d'information. Oui, oui, j'écoute l'information. Caroline, une idée? Pardon, j'écoutais pas, j'étais en train de répondre à un mail urgent. Tu peux reposer ta question? Sur le postpartum et l'allaitement, quelles sont les restrictions? Ah bah surtout pas d'œstroprogestatif, tu mets une microprogestative. Et pourquoi? C'est pas un surrisque d'effets secondaires en particulier liés au cancer, non? C'est pas ça? Alors non, c'est le risque de phlébite, effectivement, qui est Ah déjà, oui, qu'est-ce que je t'ai dit? Cancer, n'importe ouais. quoi. Voilà, qui est déjà augmenté sur le postpartum. Et Oui, donc, effectivement, les oestrogènes, ça peut l'augmenter aussi. Et aussi, si elles allaitent, ça diminue la lactation. Donc, oui. effectivement, on va préférer des microprogestatifs et, et le stérilet. Vous en pensez quoi en postpartum? Le risque de Il y a un- migration, Et est-ce que, à partir de quand on peut les poser d'après vous? 6 semaines. Alors, les études disent à partir de un mois. Et il y a même des études qui ont étudié la possibilité de poser le stérilet le jour de l'accouchement, Oui, après, D'accord. après la naissance, et qui montrent pas plus d'éjection, de stérilet. oui. Ça, c'est ce qu'on fait souvent aussi pour nos patients de PMI. Voilà. Ben, du coup, c'est à partir de un mois. Sur ma pratique à moi, je les pose à 3 mois. À un mois, l'utérus, surtout des femmes qui allaitent, il est encore plus fragile, la paroi est encore plus fine. Et du coup, il y a beaucoup plus de risque de perforation. Donc souvent, je les pose à 3 mois. Et du coup, ça diminue un peu le risque. Et pour la César? Pareil, aucun changement. Sur les pathologies chroniques, je voulais évoquer les diabètes. Pour vous, il y a une restriction sur le diabète? Ça, je me souviens plus, mais je crois que pareil, les œstraux, faut faire attention. Alors que sur les diabètes compliqués. En cas de diabète équilibré, aucune contre-indication. Et en cas d'HTA, par contre, effectivement, pas d'œstroprogestatif. Est-ce que... Par contre, Oui. euh, le problème, c'est que les diabètes, ce que tu appelles diabète équilibré, Oui. pour moi, ils sont quand même rarement équilibrés. Pourquoi? Bah, ils sont quand même souvent, alors celles qui sont, quoi qu'on a de plus en plus de type 1, on va dire, celles qui sont Oui. insulinodépendantes, donc elles ont l'insuline qui
qui fait bien le job, mais Hmm. celles qui sont avec des antidiabétiques oraux, c'est rarement équilibré quand même, hein. Bah, justement, voilà. Si le diabète est déséquilibré, effectivement, pas d'œstroprogestatif. Qu'il soit insuliné ou pas? Oui, en Insuline fait, dépendant, c'est pardon. diabète compliqué, la contre-indication. Est-ce que la méthode Bercer, ça vous parle? Non, Donc, c'est une méthode recommandée pour justement parler pour informer, et notamment sur la contraception. C'est ce qu'on essaie d'utiliser. La méthode Bercer, c'est bienveillance, écoute, respect, confidentialité, éducation et responsabilisation. Euh, je dis souvent que la bonne contraception, c'est celle qui leur convient. Souvent, on a des patientes qui disent qu'est-ce que vous me conseillez? C'est là où on rentre dans la responsabilisation. C'est à elles de choisir leur mode de contraception et ce qui leur paraît le mieux. L'éducation, ça peut passer par la fiche que je vous ai montrée. La confidentialité, ça rentre dans le cadre qu'on pose en début. L'écoute, le respect, la bienveillance. Euh, c'est le moment aussi de déconstruire les idées un peu reçues. On en reparlera un peu tout à l'heure. Petit cas pratique. L'adolescente avec la contraception d'urgence. Qu'est-ce qu'on lui propose? Un rapport non protégé bah déjà, il date de quand le rapport? il y a quelques jours. Hein. Euh, Après, elle est, oui, adolescente, elle est mineure. Donc, moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai entendu dire, mais voilà, est-ce que toutes les pharmacies jouent le jeu de donner la contraception d'urgence aux mineurs? Eh ben, on va en parler justement. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est la contraception d'urgence? Qu'est-ce que vous connaissez? Bah, t'en as deux. Eh non, il y en a trois. Ah, alors attends. Qu'est-ce que vous connaissez? La pilule dite du lendemain. Alors Non. effectivement, la pile du lendemain, on l'appelle plus comme ça parce que justement, elle se prend pas que le lendemain. Et Ouais, je crois que dans les 72 heures, c'est ça? pour casser Oui, les idées reçues, on parle de contraception d'urgence. en Euh, général. Ok. il en existe combien des pilules dites du lendemain? Bah, moi, j'ai la Norlevo, c'est celle qui me vient Ouais. forcément. Donc la Norlevo et la deuxième, c'est Elawan. Et la One, oui. Alors, Donc, Norlevo, c'est celle qui se donne jusqu'à 72 heures et la One jusqu'à 5 jours. tout à fait, c'est bien Ah. ça. Oh, oh, c'est les restes qui reviennent. Avec une efficacité qui diminue tous les jours, bien sûr. Oui. Donc à prendre le plus tôt possible. Et le troisième qui est pas très connu. Bah, ça va, je t'en ai retrouvé deux, alors que ça fait longtemps que j'en ai pas donné. Le troisième, c'est le stérilocure. Ah oui, parce que, ok. Oui. Un dispositif intra-utérin au cuivre posé dans les 5 jours qui suivent un rapport à risque marche comme une contraception d'urgence. À plus de Oui, parce que ça empêche la 99%. nidification. Ouais, à plus de 99%. Donc c'est plus efficace qu'une. Si vous avez le choix entre la pilule ou le stérilet, vous pouvez leur expliquer que c'est plus efficace de poser un stérilet. Et en plus, a priori, elle le garde plus longtemps. Sur cette jeune femme, une fois qu'on a réglé la question de la contraception d'urgence, qu'est-ce qu'on lui propose? Dépistage. Un dépistage des IST et un suivi, une consultation de suivi. Alors, tout à l'heure, tu parlais des pharmacies qui jouent le jeu. Donc, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2023, la contraception d'urgence hormonale, donc les deux pilules, peuvent être délivrées dans toutes les pharmacies gratuitement, sans ordonnance et sans avance de frais, à toute personne, mineure ou majeure. Donc, avant, il y avait une restriction, c'était que pour les mineurs et les majeurs avec une ordonnance. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'ordonnance, c'est pour toutes les patientes.
Alors pourquoi j'avais des patientes, ah, ou c'était avant 2023, qui disaient qu'elles n'arrivaient pas? Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, avant, elles avaient des difficultés à l'avoir gratuitement. Donc, s'il y avait une ordonnance, ça allait. Et sinon, bah, les pharmaciens, il y a quelques pharmaciens qui leur proposaient, qui ne voulaient pas les délivrer gratuitement. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est pour tout le monde, sans avance de frais, qu'on soit mineur ou majeur. Euh, Deuxième cas clinique, antécédent de troubles veineux périphériques et demande de pilule. Ah bah alors là, ma pauvre dame, l'œstroprogestative, ça ou, Effectivement, ou ça ou tout ce qui est trouble de la coag. et oui, effectivement, elle a une contre-indication aux oestrogènes. Donc, qu'est-ce qu'on lui propose en alternative? Bah, soit une Stérile au cuivre micropolitique. ou au micro, Ouais. 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 Ouais, effectivement, un progestatif seul ou un stérile au cuivre. Et un cas qui revient aussi de temps en temps, qu'est-ce que vous faites avec une patiente qui vient pour renouveler sa contraception? Alors, on n'est plus dans la CCP, hein, je Mm. digresse un peu. La patiente qui vient renouveler sa contraception et dans l'interrogatoire, bah, vous voyez que elle, effectivement, elle a un un antécédent de trouble veineux et elle a un œstroprogestatif. Est-ce que vous lui changez? Est-ce que vous lui laissez? Si la patiente, elle vous dit qu'elle veut la même pilule, que ça se passe bien avec cette pilule, Bah, est-ce que ça fait combien de temps qu'elle l'a aussi? ah bah, par exemple, je sais pas, je vais te dire, ça fait 2 ans, ou un an ou 2 ans, ouais. Elle vient, elle a une pilule œstroprogestative avec qui ça se passe bien, et en fait, dans l'antécédent, tu te rends compte qu'en fait, elle a fait une phlébite il y a 4 ans, quoi. Là, tout à l'heure, tu disais pas que le risque diminue avec le temps de la prise? Ouais, le fait d'avoir fait une phlébite, ça contre-indique les oestrogènes. Ouais. C'est ta responsabilité? Oui, c'est ça. C'est son choix. Donc, Mm. même si elle est contre-indiquée, euh, ça va pas vous être reproché de lui represcrire si vous l'avez informé des risques, que vous avez tracé, vous lui avez proposé des alternatives et qu'elle a fait son choix. Et c'est là où tout à l'heure on parlait de de l'écoute et du respect, c'est le respect de ses choix. On laisse les patientes et les patients faire leur propre choix du moment qu'ils ont les données suffisantes pour le faire. Troisième petit cas pratique, la contraception masculine. Grand sujet. Bah écoute, on avait fait tout un truc là-dessus à Marseille sur justement les slips là, qui Les font slips rentrer les chauffants? Ah testicules. non, oui. Ouais. Oui, oui, qui remontent les testicules, ouais. Ouais, comment ils appellent ça? Parce qu'en plus, ils ont un nom très drôle, l'association à Marseille qui promeut le truc. Mais enfin, l'étude montrait bien que sur la durée, ça marchait pas parce que quand l'homme doit tous les 3 mois faire un spermogramme pour vérifier que c'est efficace, et ben en fait, je crois que rapidement, au bout de 4 5 mois, c'est les plus longs. Hmm. Pour cette méthode-là, je crois que c'était 4 5 mois, on va dire, les hommes qui restaient le plus longtemps. En général, au bout de un mois et demi, Qu'est-ce qu'il ils existe, arrêtaient parce que c'est trop contraignant, quoi. qu'est-ce qu'il existe comme contraception masculine validée scientifiquement actuellement? La vasectomie Ouais, la vasectomie Ah oui, et en le contraception préservatif, ouais. définitive. et les préservatifs, ouais, c'est tout ce qui existe. Tout à l'heure, sur l'image, en haut à droite, vasectomie et ligature des trompes, hein, contraception définitive. On entend des fois des patients qui disent, ah oui, mais c'est réversible. Non, c'est pas réversible. Bah, le préservatif, si, mais pas la Non, non, vasectomie. je parle de la vasectomie et la ligature des trompes. Oui, oui, Le préservatif en lui-même n'est pas réversible, hein. Mais c'est ça. Ouais. donc, effectivement, en recherche, on a une contraception hormonale pour les hommes qui est en étude.
qui est en fin de test. On a pu voir effectivement les slips chauffants. On a vu Ah aussi. oui, il y a un nom pour les slips chauffants, non? euh, Je crois. Je regarde, attends, je cherche. Vas-y, pardon, continue. ouais, ouais. Il y a l'anneau, l'Andro Switch. Andro, oui, Switch, je crois que c'était. Qui était un anneau qui se mettait autour du pénis, qui était sur la même théorie, c'était de le remonter jusqu'à la base du pénis et en gros de faire remonter le testicule. Le principe, c'est d'augmenter la température autour des testicules pour arrêter la spermatogénèse. Il a été retiré du marché parce qu'il est plus, il n'a pas eu de marquage CE dessus. Donc, il devait faire les études pour qu'il soit recommercialisé. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais oui, parce que justement, ils n'arrivent pas à faire que les hommes le prennent aussi assez longtemps. Oui, c'était quelque chose qu'il fallait porter 16 heures par jour. Et ça en est où, tiens, des gels? Pour l'instant, rien n'est sorti. D'accord. Bon, bah, c'est encore les femmes qui. C'est ça. Cas pratique numéro 4, on en a un peu parlé tout à l'heure. Le postpartum et l'allaitement. Vous m'en avez parlé tout à l'heure, le risque thromboembolique. Donc, on propose plutôt un microprogestatif ou un DIU au cuivre. D'ailleurs, juste une question pour les microprogestatifs. Ouais, Parce que du coup, bah, on avait reçu le mail là par rapport justement aux effets, au risque pour. Moi, je trouve pas mes mots, mais bref, ce que tu as dit tout à l'heure là. oui. Euh, et c'est vrai que moi, il y a des gynécos du coup qui n'osaient plus en prescrire. Parce que bon, je travaille aussi à la clinique. Hmm. Et aussi, moi, j'ai pas mal de patientes qui ont vraiment des effets indésirables avec, enfin, vraiment, c'est-à-dire que c'est pas juste des spottings en fait. Pendant 6 mois, certaines, elles avaient vraiment des saignements de Ah règles oui, il y en a abondants. qui font des métroragies très Ouais, abondantes. ouais. Avec, Et alors, j'en ai eu plusieurs comme ça. Enfin, tu vois, c'est pas juste une, quoi. Tu vois, presque toutes celles que j'ai eues, bah, c'était ça, quoi. alors, deux infos. Le risque de méningiome, tout à l'heure, vous ne l'avez pas cité, mais en fait, c'est sur les femmes de plus de 45 ans ou en cas d'utilisation prolongée, plus de 5 ans. C'est Oui, mais les- clairement, si on met sur une jeune, elle va l'avoir plus de 5 ans. Oui, voilà, c'est ça. C'est les deux conditions. Soit plus de 45 ans, soit, soit plus de 5 ans. Le risque, c'est une très faible augmentation, hein. Euh, Alors, juste, Cyrielle, pour en revenir sur les spottings ou les métroragies, tous les gynécos, effectivement, disent qu'il faut prendre au moins 6 mois, parce qu'à 6 mois, enfin, les 6 premiers mois ne comptent pas. Il faut attendre au moins 6 mois pour voir où ça en est, justement, au niveau des modifications du cycle. on dit Oui, entre, c'est ouais, ce que j'avais vu, mais ouais, c'est vrai entre que 3 et 6 mois. les Sauf pauvres que- femmes, pour un Bah quotidien, après, c'est il assez faut leur horrible. donner de l'exacile, mais c'est vrai que si d'un Oui, côté, tu leur dis arrêtez c'est les ça. hormones, on vous donne les micro-progestatifs pour en avoir moins, et que de l'autre côté, tu les bourres d'Exacil, C'est ça. Hmm. le truc. Après, donc, pour finir sur le risque de méningiome, il y a pas d'IRM cérébral à faire de façon systématique. Les indications pour faire une IRM cérébrale, c'est en cas de signes évocateurs de méningiome, donc maux de tête, troubles visuels, faiblesse musculaire, troubles de l'équilibre, troubles du langage, perte de mémoire, ou en cas d'instauration d'un microprojectif de désogestrel, s'il y a eu plus d'un an, une exposition à de plus d'un an à un ou plusieurs progestatifs à risque. Les progestatifs à risque, c'est ce qui était déjà sorti avant, c'était tout ce qui est Luthéran, Androcur, Luténil, Colprom ou l'injection dans le muscle, ce qu'on a vu tout à l'heure, le Depo-Provera. Ceux-là, ils étaient classés à risque depuis octobre 2023. Mm. La deuxième chose que je voulais dire, oui, ce qui a montré son efficacité sur les patients qui saignent, c'est l'ibuprofène à forte dose pendant 5 jours au début des saignements. C'est quoi que tu appelles forte dose? C'est de l'ibuprofène 400 3 fois par jour pendant 5 jours.
Parce qu'elles prennent déjà quasiment, enfin, à la maternité, la plupart, elles sont là-dessus, les césariennes, tout ça. Oui, oui. Mais là, c'est du coup Et pour ça réduire. calme. Donc, Ça réduit les saignements, oui. Alors que logiquement, les avec anti-inflammatoires, l'allaitement, c'est pas fou. Alors, c'est pas contre-indiqué, hein. Oui, oui, c'est pas contre-indiqué parce qu'on les donne, mais c'est vrai que ça dure pas. C'est aussi une idée Longtemps. reçue. Il y a aucune contre-indication à continuer les anti-inflammatoires après pendant l'allaitement, quel que soit le stade de l'allaitement. non, moi je parle par rapport aux saignements. Oui, oui. Alors là, Oui. on parlait des saignements suite au Oui, oui. microprogestatif, hein. Mais de toute Mm. façon générale, on dit que quand il y a des saignements, il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires. Et bien là, on s'est rendu compte que ça diminue les saignements. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez proposer à vos patientes pendant les premiers mois. Et après, c'est surtout de les écouter et que si au bout de 3 mois, la patiente, elle vous dit qu'elle en peut plus, qu'elle arrête pas de saigner, c'est pas de lui dire d'attendre 6 mois. Si elle veut retirer son implant ou changer de Oui, oui, pilule, bah, on l'écoute et on le fait. bien sûr. Ouais, mais du coup, dans le cas d'une patiente qui allaite, du coup, elle est hyper limitée, quoi. Bah, un stérilet, une Stérilé au contraception, cuivre. Oui, oui, un mais voilà. stérilet, préservatif. Ouais, ouais. L'abstinence, Cyrielle propose. L'abstinence, c'est la seule qui marche à 100%. Déjà, ça marche assez bien après l'accouchement en règle générale. Et Non, mais après, par C'est contre, celles qui difficile. disent qu'elles allaitent, leur après dis non, ça marche pas. le mode de diffusion joue sur les effets. C'est-à-dire qu'avant, on disait, si vous supportez pas la micropilule, bah, on ne peut pas vous poser d'implant. On sait aujourd'hui que c'est complètement faux, vu que les modes de diffusion sont complètement différents entre l'implant, le stérilet hormonal ou la pilule. C'est pas parce qu'elle a des effets indésirables importants avec un implant qu'elle aura la même chose avec une pilule ou un stérilet. Donc, on peut tout à fait lui proposer un autre microprogestatif. Euh, Antécédents familiaux de cancer du sein. Les familiaux, ça dépend ce que ça veut dire. Allez, la mère qui a un cancer du sein. Eh ben, pas d'œstroprogestatif pour elle, non? Hmm. De toute façon, de base, je pense qu'elle n'en prendrait pas. Pourquoi? Parce que si elle a vu sa mère et qu'elle a entendu parler de sa mère, etc., tout ce qui est œstrogène, elle sait qu'il faut s'en méfier. Donc, je ne suis pas sûre que quelqu'un qui a un antécédent de cancer du sein dans la famille, spontanément demande une œstroprogestative. Pourquoi Est-ce que pas? le, Mais est-ce que l'œstroprogestatif, du coup, ça augmente le risque de cancer du sein? ça, je serais pas capable de te dire les chiffres. Mais Bah, il me est-ce que semble, ça augmente ou est-ce que ça augmente pas? bah, pour moi, ça augmente. Alors, ça augmente pas euh, comment dire? Ça, ça augmente. De base, elle a un risque, elle a un sur-risque. Mais ça augmente pas par rapport à la population générale. C'est pas une histoire comme ça? En fait, c'est que ça augmente, mais pas de façon significative. Ça Oui, augmente voilà. très peu le risque de cancer du sein, mais surtout, ça protège contre le cancer Pour des les cancers ovaires, de l'ovaire. Ouais. ouais, et de l'endomètre. Donc, en fait, le risque de cancer, il est équilibré. Oui, mais il me semblait qu'il y avait un sur-risque, du coup, quand tu avais un antécédent familial de cancer du sein, de prendre un œstroprogestatif par rapport à toi aussi. Mais par rapport à la population générale, non. Mais si tu as un antécédent, tu as un sur-risque. Mais j'ai peut-être mal lu. Faudrait Ben, que je ça dépend retrouve. aussi si c'est un cancer génétique ou pas. Oui. Oui, non, mais ça, de base, les cancers génétiques, c'est encore un... Bon, ok. Donc, de toute façon, pas d'œstroprogestative. Alors, si c'est un antécédent familial, si elle peut, c'est ce que je te dis. AFP, Voilà, c'est pas une tu l'informes d'où? contre-indication. C'est l'antécédent personnel qui est une contre-indication aux hormones. Ah, ok. Bon, donc il n'y a pas cette histoire de sur-risque. C'est Ok. ça. Donc, il faut l'informer effectivement du risque. Comme je dis, ça augmente légèrement, très légèrement celui du sein, mais ça protège les ovaires et de l'endomètre. Donc, c'est une discussion à avoir avec elle. Sur le suivi et le traçage, effectivement, la CCP, dans l'idéal, il faut la
tracer, donc expliquer tout ce que vous avez, tracer tout ce que vous avez expliqué à la patiente dans votre dossier et dans l'idéal, dans le DMP. Si on a initié une contraception à l'issue de cette consultation, il y a aussi un suivi hein, derrière. Je rappelle que pour tout ce qui est contraception hormonale, œstroprogestative, il y a des bilans lipidiques à faire après. Donc, il n'y a pas besoin d'un bilan pour avant de commencer une contraception, hein, ni d'examen clinique, à part peut-être, non, je compte pas dedans la tension, de prendre une tension, un poids, mais je parle d'examen, voilà, ça c'est du paraclinique, mais pas besoin d'examen clinique avant de prescrire une contraception. Les indicateurs d'efficacité qu'on peut envisager de cette CCP, la réduction des grossesses non désirées au niveau local, l'augmentation du taux de vaccination contre l'HPV, contre les HPV, et l'augmentation du dépistage des IST et son traitement. Donc, si on devait retenir un peu des messages clés de cette consultation, c'est un temps d'écoute et de prévention qui doit s'adapter à chaque profil de patiente ou de patient et entrer dans une collaboration interprofessionnelle parce qu'effectivement, il y a des prélèvements à faire en adresse au labo, euh, il y a besoin d'examens, d'imagerie, etc. On va travailler avec différents professionnels autour. Dans les ressources utiles, enfin, je vous donne les tips. Donc, bon, l'HAS, ministère de la Santé, vous avez toutes les brochures patients qu'on peut trouver, les numéros utiles avec les IVG, les centres de planification. Et la fiche que vous avez trouvée, ça vient de Formagine. Je vous invite, si vous faites un peu de gynéco, à vous abonner à ce site. C'est une association qui font, alors depuis peu, des rencontres une, quelques fois par an sur Paris. Mais sinon, qui est un genre de forum entre professionnels qui font de la gynéco. Vous pouvez poser des questions, des gens y répondent. Il y a énormément de supports, que ce soit pour diffuser pour les patients, que ce soit pour les professionnels. Voilà. L'adhésion est d'à peu près 50 euros, je crois, à l'année. Et dedans, vous avez énormément de supports. Comment ça se passe quand on switch entre deux contraceptions? C'est hyper bien fait.